Et ce matin encore, la tension demeure élevée en Israël en perspective d'une possible attaque américaine contre le régime iranien. Oui, effectivement, on a appris hier soir, Ilana, que les Américains avaient acheminé 12 avions de chasse F-22 qui sont considérés comme les avions de chasse les plus sophistiqués au monde. Ce sont des avions furtifs. Ces avions sont désormais stationnés dans une base militaire de l'armée de l'air israélienne dans le sud du pays. Cela s'inscrit dans le cadre du déploiement massif de forces américaines dans la région, avec en particulier le porte-avions Gerald Ford qui pourrait approcher des côtes israéliennes en fin de semaine. Côté israélien, on maintient une vigilance maximale face à une possible attaque américaine contre le régime iranien. Et c'est dans ce contexte de tension que le président Trump a prononcé tôt ce matin, plutôt cette nuit en tout cas pour nous, son discours à la nation. Oui, effectivement, un discours fleuve qui a duré près de 2 heures. Dans ce discours prononcé devant les 2 chambres du Congrès, Donald Trump a d'abord vanté les mérites de sa politique économique qui, selon lui, a permis au pays de passer d'une crise économique profonde durant le mandat de Joe Biden à une nation puissante et prospère, plus prospère que jamais, a-t-il dit. À propos de l'Iran, le président a souligné que le régime des Mollahs avait assassiné au moins 32 000 manifestants au début du mois de janvier. Le président a accusé l'Iran de vouloir développer des missiles balistiques qui frapperaient jusqu'aux États-Unis et de vouloir reprendre son programme nucléaire. Nous sommes en pourparlers avec eux, mais nous n'avons pas entendu d'eux le mot magique selon lequel ils promettraient de ne jamais se doter d'une arme nucléaire, a dit Donald Trump. Et puis c'est aujourd'hui, Daniel, que le Premier ministre indien Narendra Modi arrivera en Israël pour une visite officielle d'une seule journée. Oui, effectivement, au cœur de cette visite, des entretiens avec, bien entendu, tous les dirigeants israéliens et la conclusion d'un accord de coopération entre Israël et l'Inde pour des montants de plusieurs milliards de shekels. Il sera également question de la création d'un axe stratégique entre Israël et l'Inde qui pourrait passer par Téhéran, mais uniquement lorsque le régime des Mollahs aura été destitué. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou devrait accompagner son homologue indien durant la plupart de cette visite. Et puis le Premier ministre Benjamin Netanyahou s'est exprimé hier devant les cadres du Shin Bet. Il a détaillé sa stratégie régionale. Oui, et le Premier ministre a révélé qu'Israël œuvrait à la formation d'un axe régional nouveau qui pourrait contrer l'activité des frères musulmans et de l'Iran dans la région. Il a sous-entendu justement assez clairement que la visite officielle du Premier ministre indien à Modi s'inscrivait dans le développement de cette nouvelle alliance. À propos de la bande de Gaza, le Premier ministre Netanyahou a répété qu'il était impératif de désarmer le Hamas, soit par la voie facile, soit par la voie difficile. Monsieur Netanyahou a également mentionné les éliminations massives dans le secteur arabe israélien et il a appelé à la réduction du nombre d'armes dont dispose actuellement la pègre arabe israélienne. Sur le plan diplomatique, Israël a voté hier à l'ONU en faveur d'une résolution ukrainienne condamnant la Russie. Oui, la résolution souligne que la guerre provoquée il y a 4 ans par la Russie avec des conséquences dévastatrices pour l'Ukraine et pour la stabilité internationale. 107 pays ont voté pour, dont l'État d'Israël. 12 pays ont voté contre et 51 se sont abstenus, dont les États-Unis. Ce vote a été réalisé dans le cadre de l'Assemblée générale des Nations unies et de facto, on constate qu'Israël a décidé de ne pas s'aligner pour la première fois, on peut dire, dans ce dossier sur les Américains et de soutenir l'Ukraine. Il s'agit là du fruit de la politique pro-ukrainienne du ministre des Affaires étrangères israélien Gideon Sa'ar. Et puis le secrétaire général de l'OLP a refusé, lui, de traiter le Hamas de mouvement terroriste. Il s'appelle Azzam El Ahmed, il n'est pas du tout connu du grand public en Israël et pourtant c'est l'un des hommes forts de l'autorité palestinienne. Hier, il a non seulement repoussé toute demande de désarmer le Hamas, mais il a également refusé de qualifier le mouvement terroriste d'organisation, justement terroriste. Enfin, Azzam El Ahmed estime qu'il est impossible que le Hamas ne puisse plus jouer le moindre rôle dans la reconstruction de la bande de Gaza et dans le fameux gouvernement des technocrates palestiniens qui est en train de se former sous l'égide donc du fameux Conseil de la paix de Donald Trump. Et puis enfin, pour terminer, des extrémistes juifs ont apparemment vandalisé des maisons dans le village palestinien de Sossia. Oui, ce village est situé au sud de la ville de Hebron. Des forces de police et de Tzahal se sont déployées durant la nuit dans ce village à la suite d'informations selon lesquelles des extrémistes juifs auraient incendié des maisons et des véhicules. Il n'y a eu aucun blessé côté palestinien, il faut le souligner. La police affirme que les foyers d'incendie ont été éteints. Une enquête a été ouverte et les caméras de sécurité ont effectivement filmé des dizaines d'individus masqués, cagoulés, entrant dans le village et détruisant maisons et voitures.
Une page météo pour compléter ce premier journal d'information. Nous entrons dans une perturbation au cours des 2 prochains jours au moins, avec des pluies du nord au sud du pays. Les températures prévues aujourd'hui, 14 degrés à Jérusalem, 17 à Tel Aviv, Haïfa, Natania et Ashdod, 18 à Beersheva, 24 degrés à Eilat. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Maître Yom Tov Kalfon. Yom Tov, bonjour, Boker Tov. Bonjour Daniel. Merci d'être avec nous ce matin. Alors avant de parler de politique intérieure, je voudrais d'abord avoir votre appréciation sur cette attente qui n'en finit plus, on va dire, face à une opération éventuelle américaine contre l'Iran. On a le sentiment quelque part qu'Israël se cache, on va dire, derrière l'ombre de Donald Trump et attend patiemment que le président américain ait pris une décision. Ça ne vous embarrasse pas de voir, on va dire, Benjamin Netanyahou dans une forme de passivité dans ce dossier iranien ? Écoutez, la passivité dans ces cas-là, je crois qu'elle est de circonstance puisque c'est une initiative américaine. De lancer des frappes, en tout cas de menacer de lancer des frappes vers l'Iran. Je crois que l'armée américaine avait besoin de temps pour se mettre en place, pour se préparer. C'est pour ça que ça n'a pas été fait immédiatement après les manifestations sanglantes contre le peuple, où des dizaines de milliers de membres du peuple iranien ont été assassinés par les mollahs. Et je crois que donc les Américains avaient besoin de ce temps-là pour s'organiser. Que ces jours-ci arrive le deuxième porte-avions Ford dans les eaux de la région. Et à part ça, comme toujours Trump le fait, il utilise aussi la carte diplomatique et essaye d'obtenir un accord pour éviter les frappes, mais aussi pour créer, je crois, une certaine légitimité. Ça va au-delà de l'accord, pour montrer qu'il a donné une chance à la diplomatie pour arriver après à des frappes. Je pense qu'on y arrivera en fin de compte. Et alors, dans l'hypothèse où on n'y arrive pas finalement et où justement, on va dire que les Iraniens parviennent à damer le pion à Donald Trump et à accepter un accord, qu'est-ce que doit faire Israël ? Parce que cet accord, visiblement, ne satisfera pas les Israéliens. C'est la grande question, c'est les détails de l'accord. Je crois que c'était la raison pour laquelle Netanyahou a voyagé en urgence aux États-Unis il y a une dizaine de jours pour vérifier que dans le cadre de l'accord, cela inclut notamment les missiles balistiques qui nous menacent. Je crois qu'à ce niveau-là, en tout cas dans les éléments de langage qu'on entend de la Maison-Blanche, on parle maintenant, oui, des missiles balistiques. Rappelez-vous, il y a quelques semaines, on parlait uniquement du nucléaire. Trump, dans son discours hier nuit à l'état de la nation, a parlé des missiles balistiques. Il a dit qu'ils pouvaient menacer l'Europe. Donc là aussi, il essaye de créer une légitimité comme quoi le fait de détruire pas seulement le nucléaire iranien, mais aussi le système des missiles balistiques, c'est pour protéger le monde libre. Et il a même dit qu'à l'avenir, peut-être que les Iraniens arriveraient même à toucher les États-Unis, ou en tout cas les intérêts américains. Et donc, je crois qu'en tout cas, au niveau des éléments de langage, au niveau de la communication qui vient des États-Unis, il y a eu un changement ces dernières semaines. On ne parle plus uniquement du nucléaire. Et donc, en tout cas, pour l'instant, ça commence à rejoindre les intérêts israéliens. Mais je suis d'accord avec vous, Daniel. Si nos intérêts ne sont pas protégés, comme toujours dans l'histoire d'Israël, il faudra faire ce qui est bon pour Israël d'abord et avant tout, parce que nous, on n'a pas le luxe ni le privilège de vivre sur des accords ou d'avoir plusieurs dizaines de milliers de kilomètres, vous savez, d'éloignement de la menace iranienne. C'est une menace chez nous qui est imminente, proche. Nous l'avons déjà vécu dans notre chair. Et donc, on n'a pas le luxe de compter sur des promesses écrites sur un papier. Alors, on va se parler un peu politique intérieure. On approche du mois de mars, qui pourrait être le mois où seront annoncées, on va dire, les prochaines élections législatives, à supposer qu'elles seraient aux alentours du mois de juin, ou peut-être même du mois de septembre. Vous avez le sentiment, vous qui êtes un observateur avisé, puisque vous avez été vous-même pendant plusieurs années député, que la Knesset est en train de vivre dans une effervescence préélectorale. J'en veux pour preuve, par exemple, ce qui s'est passé avant-hier soir à la Knesset avec le vote, on va dire une sorte de pagaille au sein même du Likoud, le Benjamin Netanyahou qui ne semble pas être capable d'imposer une sorte de discipline parlementaire pour faire voter un projet de loi cher à Bezalel Smotrich. C'est le prélude en général d'un début de campagne, on va dire ?
Oui, clairement, vous le voyez évidemment dans ce cadre où tout d'un coup la coalition, il y a des failles claires qui apparaissent. Vous l'avez dit dans l'histoire de de ce ptor, cette exemption de TVA pour, vous savez, quand on achète des produits à l'étranger jusqu'à $150, une mesure qui, je crois, soutenue par une très large majorité des Israéliens Oui, d'ailleurs, mais 91%. que oui, mais que certains groupes de pression au sein du Likoud, pour des raisons notamment de protection, de protectionnisme, vous savez, de fabricants locaux qui ont probablement leurs influences au sein du Likoud, ont fait tomber cette loi. Allant à l'encontre évidemment de ce qui était prévu dans le cadre des accords de coalition, dans le cadre du projet même de coalition d'un gouvernement qui est censé être de droite et donc défendre une économie de marché et pas une économie communiste. Donc oui, ça prouve clairement qu'il y a des failles. Il y a eu des failles au sein du Likoud aussi assez claires, avec des échanges très durs entre des députés du Likoud, entre Nir Barkat et Bezalel Smotrich, aussi avec des échanges de mots très très durs. Donc oui, ça c'est parce qu'il y a bientôt des primaires au Likoud, donc chacun doit se faire remarquer et donc attaque l'autre. Et même au sein de la coalition, il y a plus cette vous savez, entre les partis de la coalition, il y a plus ce respect mutuel qu'il y a au début d'une coalition. On sait qu'on doit passer ensemble plusieurs années, donc on met en veilleuse un peu les différences. Là, on voit bien que tout sort et c'est cohérent, ça va avec le principe d'une année électorale. Alors, il y a un pronostic de votre part. La loi sur le enrôlement, la conscription des élèves des yeshivot, elle sera votée avant la dissolution de la Knesset? Difficile à dire. Faut chercher les intérêts des uns et des autres. Je ne suis pas sûr que les ultra-orthodoxes qui voulaient à tout prix cette loi aujourd'hui la veulent autant qu'avant. Rappelez-vous, les ultra-orthodoxes avaient demandé que cette loi soit votée avant même la formation du gouvernement Oui. comme condition à la mise en place de la coalition. Donc c'était il y a bientôt 4 ans de cela. Et en fin de compte, aujourd'hui, on les entend moins exiger cela. Ils savent qu'ils ont beaucoup à perdre dans toutes les conjonctures, parce que vous savez très bien que le sujet de l'enrôlement, là aussi, c'est un sujet où il y a une très large majorité d'Israéliens qui soutiennent l'enrôlement d'une manière ou d'une autre des ultra-orthodoxes, même au sein de la droite israélienne, clairement au sein du sionisme religieux aussi. Donc vous voyez, que si ce sujet devient le sujet phare des élections après une loi qui serait une loi non pas d'enrôlement mais de ishtamtout, d'exemption, alors c'est pas bon pour les ultra-orthodoxes. D'un autre côté, la loi présentée, elle a aussi des oppositions au sein de la rue ultra-orthodoxe parce qu'elle parle quand même d'un enrôlement partiel. Donc si vous voulez, toutes les situations sont mauvaises pour les ultra-orthodoxes et peut-être qu'ils préféreraient laisser la situation actuelle où ils peuvent dire que l'enrôlement actuel est imposé par la Cour suprême, pas par le gouvernement, etc. Et donc se cacher un petit peu derrière la situation actuelle qui est une situation de facto. Alors, concrètement, vous parliez à l'instant du sionisme religieux. Je voudrais avoir votre appréciation, parce que vous êtes membre du mouvement sioniste religieux, pas du parti. Il faut faire la distinction, parce que je ne suis pas certain que tous nos auditeurs font la distinction entre le parti sioniste religieux de Bezalel Smotrich, qui, dans les sondages, ne passe pas le seuil d'éligibilité, et la mouvance sioniste religieuse, qui représente, on va dire, une partie importante. On peut parler de plus de 10% de la population israélienne. Alors, votre appréciation sur le sionisme religieux, on a le sentiment, dites-moi si il est partagé par vous également, que de nombreux sionistes religieux ne savent pas pour qui voter. C'est-à-dire que leur seule option, c'est Bezalel Smotrich, mais ils ne s'identifient pas avec Bezalel Smotrich. Et justement, ils sont assez hostiles à la politique menée par l'approche de Bezalel Smotrich concernant justement la loi sur la conscription. Ils disent qu'il n'est pas normal qu'au sein du sionisme religieux qui a payé si cher le prix du partage du poids du fardeau sécuritaire, eh bien, on donne la priorité, on continue à poursuivre une alliance avec les orthodoxes. Qu'est-ce que vous pensez où doit se situer le sionisme religieux aujourd'hui dans cette perspective des élections? Je pense que le sentiment que vous décrivez, Daniel, est très juste. S'il y a bien un sujet au sein du public sioniste religieux, c'est un public assez large, hein. C'est un public qui a plusieurs tendances, plus light, plus ce qu'on Oui. appelle Hardal, plus orthodoxe, mais il y a bien quelque chose que partage ce public dans toute sa différence, c'est cet attachement au service militaire, puisque c'est le public qui sert le plus à l'armée en Israël, et c'est aussi le public qui a payé le prix le plus fort
de la guerre. En proportion, le nombre de gens, de soldats qui sont tombés à la guerre est beaucoup plus grand dans le public sioniste religieux que dans tous les autres publics israéliens, de loin. Et donc, c'est un sentiment qui est partagé, qui est presque dans la chair, le fait que notre public se bat. C'est un public qui respecte la Torah et qui voit dans le service à l'armée la plus grande mitzvah de la Torah en réalité, et qui a du mal à comprendre qu'un autre public qui se dit aussi respectant de la Torah, mais qui laisse ses frères mourir sur le champ de bataille et ne veut même pas participer à minima, puisque tous les projets de loi dont on parle aujourd'hui d'enrôlement des ultra-orthodoxes, c'est une participation à minima sur 90 000 potentiels étudiants d'yeshiva aujourd'hui, en tout cas inscrits à la yeshiva dans le public ultra-orthodoxe. L'armée en a demandé que 12 000, vous savez, et même donc cette petite proportion, les ultra-orthodoxes ne sont pas prêts à la donner pour cette grande mitzvah qui est de protéger ses frères juifs face à un danger dans une guerre qui est une milchemet mitzvah. Donc vous voyez, donc il y a une très grande incompréhension du public sioniste religieux, du comportement, en tout cas des partis ultra-orthodoxes et de leur leadership. Évidemment, on ne fait pas de généralité avec le public qui souvent suit ce que disent leurs rabbinim ou leurs leaders politiques, mais en tout cas, il y a une très grande incompréhension, et dans cette incompréhension, on a du mal à lire clairement le positionnement, évidemment, de Bezalel Smotrich, qui a nommé son parti le sionisme religieux, mais qui est loin d'avoir été celui qui a porté le drapeau de l'enrôlement des ultra-orthodoxes, et qui a plutôt porté le drapeau d'une certaine alliance avec les ultra-orthodoxes. Et donc, il y a cette incompréhension totale. Et comme vous le dites, dans le cadre d'une élection, ça va être sur la table. C'est pour ça qu'on entend des gens comme Ofer Winter, qui est un ancien général d'armée sioniste religieux très populaire, qui fait une sorte de campagne autour de cela. Yoaz Endel, qui a grandi dans le monde sioniste religieux, qui a plus de kippa aujourd'hui sur la tête, mais qui est aussi sur ces sujets-là, qui a créé un parti de Miloïnikim, de réservistes, évidemment, et d'autres partis qui essayent un petit peu, si vous voulez, de combler le manque que, en tout cas, ce que le parti du sionisme religieux aurait dû défendre d'abord et avant tout, ça veut dire cet enrôlement à l'armée. Alors, je voudrais avoir votre appréciation sur un homme que vous connaissez bien dans l'échiquier politique israélien, puisqu'il a été, on va dire, votre patron, c'est Naftali Bennett. Est-ce que vous arrivez à situer Naftali Bennett dans l'échiquier politique israélien? Est-ce qu'il est à gauche? Est-ce qu'il est à droite, au centre? Est-ce qu'il a un peu tout? Et est-ce qu'il peut représenter, on va dire... justement une maison, j'aurais dire une baït Yehudi, si je pouvais oser cette comparaison, pour ceux qui justement au sein du sionisme religieux ne trouvent pas de place, parce que les sondages ne sont pas particulièrement, ne partagent pas ce genre d'appréciation. Écoutez, si vous lui posez la question à lui, Daniel, s'il était là à votre micro, je ne veux pas être son porte-parole, mais je pense que si vous lui posez la question, à ma connaissance, la réponse à sa question, c'est qu'il est à droite. Il l'a encore dit il y a quelques jours, il était à Efrat dans le Gush Etzion, il a été filmé par des participants, les vidéos sont sorties après chez les journalistes comme votre collègue Amit Segal, où il a dit clairement qu'il était de droite pour la terre d'Israël, Ret Israël Hashlema, qu'il était contre tout retrait des implantations, contre la création d'un État palestinien. Donc en ça, aucune différence au niveau en tout cas de sa position sécuritaire et politique dans le sens du terme, sur ses positions qui ont toujours été les siennes durant toute sa carrière politique. Après, c'est vrai que lorsqu'on regarde son électorat, ça veut dire qu'aujourd'hui, lorsque les sondages lui accordent 20, 22 mandats, etc., là, il y a moins de correspondance. On va mettre que la majorité de son électorat potentiel, en tout cas dans les sondages, est plutôt au centre, voire même une partie est même vers la gauche. Et donc, il y a une sorte d'écart un peu grand, c'est-à-dire que quand on a un électorat qui est en petite partie à droite et en grande partie au centre, c'est un petit peu un équilibre difficile parce que on veut pas perdre son électorat. Donc, si les déclarations vont être trop, j'ai envie de dire, des déclarations nitsiotes, trop de faucons, ça risque de faire fuir une partie de l'électorat. Et d'un autre côté, si on va dans l'autre sens, ça fera fuir une autre partie. Donc, il y a un jeu d'équilibriste qui est assez difficile et qu'il va falloir voir comment ça aboutit aux élections entre cet écart qui existe clairement entre l'électorat et les positions en tout cas affirmées de Bennett. Alors justement, dans ce même ordre d'idée, il nous reste vraiment 1 minute et demie pour terminer. Vous n'êtes pas un peu surpris par ce paradoxe? On dit toujours que les guerres profitent à la droite. La guerre du 7 octobre, elle a clairement renforcé, on va dire, un sentiment nationaliste. Et pourtant,
dans les sondages, ou on va dire dans la plupart des sondages, eh bien ça ne se traduit pas obligatoirement et on a l'impression que la droite est à la traîne, on va dire, d'une opposition de gauche qui elle-même a ses problèmes, elle est morcelée, mais qui semble avoir plus de facilité à former une coalition. Oui et non, je pense que dans les idées, clairement, le public israélien est beaucoup plus à droite qu'avant. Et c'est pour ça que même en réalité, si vous écoutez Daniel, les leaders de l'opposition de gauche, c'est-à-dire en tout cas du centre-gauche, ils n'osent même plus parler d'État palestinien. Hier encore, j'entendais Yair Lapid, on lui a demandé de commenter, vous savez, les propos de Kabi, Ouais. l'ambassadeur américain, sur le grand Israël qui irait jusqu'à l'Euphrate. Et Lapid n'est pas sorti contre Kabi et a dit qu'il pensait que le Tanakh, la Bible, est notre titre de propriété et qu'évidemment c'est tout à fait légitime de parler de la Bible comme étant la base sur laquelle nous avons notre présence sur la terre d'Israël. Ça le dit un leader d'un des plus grands partis du centre-gauche israélien. Vous vous rendez compte? On voit bien que l'idée de la droite israélienne s'élargit aujourd'hui même aux leaders des partis de gauche. Après, l'organisation politique, vous avez raison, elle est beaucoup moins efficace de part et d'autre. Et je pense que c'est plus lié à des personnalités, des égos. Dans l'opposition, ils ont un gros problème d'ego. Chacun veut être le chef. Plutôt que de se fixer un chef et d'aller derrière lui, que ce soit Bennett ou que ce soit un autre, eh ben, chacun essaye tente sa chance. À droite, c'est quand même un peu plus rangé derrière Netanyahou. Le problème, c'est que Netanyahou n'a pas pensé à passer la main ou à faire émerger un successeur. Et il peut y avoir aussi, après autant de dizaines d'années au pouvoir et à la tête de la droite, il peut y avoir un certain ras-le-bol, encore plus quand c'est le cas du Premier ministre du 7 octobre, que ce soit toujours la même personnalité. Donc, vous voyez, le problème, c'est plus une organisation de la carte politique, mais au niveau des idées, je crois que le peuple israélien est clairement à droite. Eh bien, Maître Yom Tov Khalfon, merci beaucoup de nous avoir éclairé, en particulier donc sur les tensions, on va dire l'effervescence politique, peut-être à l'approche donc de l'annonce des prochaines élections législatives. Merci beaucoup. Vous avez remarqué, je ne vous ai pas posé la question de savoir si vous êtes candidat ou pas. On aura encore le temps de se la poser, cette question. En tout cas, merci beaucoup Yom Tov d'avoir répondu à nos questions ce matin. Bonne journée, à bientôt. Merci Daniel, bonne journée. Imaginons, en plein désert israélien, des champs de panneaux solaires captent l'énergie qui, en cas de crise, pourrait éclairer un hôpital entier. Depuis une dizaine d'années, Israël accélère sa transition vers le solaire. En 2025, les installations ont bondi de 38%, dépassant l'Europe et les États-Unis, portés par un ensoleillement exceptionnel et une stratégie énergétique affirmée. Sur le plan environnemental, le solaire ne produit pas de dioxyde de carbone et réduit la pollution. Économiquement, le coût de production a fortement baissé. Aujourd'hui, l'électricité solaire est souvent plus compétitive que les énergies fossiles. Mais comment cela fonctionne-t-il exactement ? Les grandes centrales solaires du désert du Negev injectent leur production dans le réseau national, alimentant le pays de Eilat jusqu'à Kiryat Shmona. Cette électricité s'ajoute au gaz naturel, formant un mix qui rend le réseau plus résilient. Depuis décembre 2025, une loi impose les panneaux solaires sur les nouvelles constructions. Enfin, en cas de coupure majeure, le solaire associé à des batteries peut garantir le fonctionnement d'infrastructures essentielles comme les hôpitaux, les centres de soins ou encore certains bureaux gouvernementaux qui abritent des données sensibles. Ainsi, le solaire n'est pas seulement un pari d'avenir pour l'économie et l'environnement, mais une garantie de résilience dans des moments critiques. Et ce matin, pour la première fois depuis au moins 10 jours, il n'y a pas de manchette dans les grands quotidiens israéliens qui soit consacrée au dossier iranien. C'est peut-être un effet de lassitude ou encore cette incertitude qui pousse ce matin le Yediot Aharonot et le Israël Hayom à mentionner certes le dossier iranien, mais plus en titre principal. Dans un encadré en longueur, le Israël Hayom affirme donc ce matin qu'il y a aujourd'hui autour du président Trump une majorité de conseillers en faveur
l'ampleur d'une opération militaire contre le régime des Mollahs. Une opération qui viserait à totalement éradiquer le régime de Téhéran et pas seulement à l'affaiblir. Et en sous-titre, le Israël Hayom annonce que les États-Unis ont acheminé en Israël une douzaine d'avions furtifs F-22 qui sont considérés comme les avions de chasse les plus sophistiqués au monde. Et dans le Israël Hayom, une analyse de Shahar Kleiman qui explique que le régime iranien estime qu'en cas d'attaque américaine et israélienne, le djihad islamique reprendra les armes et pourrait combattre Israël à l'intérieur de la bande de Gaza. Dans le Yediot Aharonot, on est également ce matin en retrait dans le dossier iranien. Dans un encadré, le Yediot titre ce matin à Téhéran, on reste persuadé que l'objectif final de Donald Trump reste la destitution du régime iranien. Le Yediot souligne que les dirigeants iraniens sont très satisfaits des informations de ces derniers jours sur de sérieuses divergences de vues pour ou contre une attaque américaine dans l'entourage du président Trump et au Pentagone. Mais ils savent également que l'option militaire reste encore l'option privilégiée par le président américain. Et dans un tel contexte, le Yediot Aharonot affirme qu'à Téhéran, on commence à parler du jour d'après la fin du régime. Dans son éditorial, Raz Tsimet affirme: l'Iran attend la décision de Trump. Le Israël Hayom revient ce matin encore sur le dossier des officiers de Tsahal qui décident de quitter l'armée parce que celle-ci ne leur propose pas des conditions salariales dignes de ce nom. Il s'agit en fait d'un second reportage de la même série consacrée donc à cette crise aiguë qui secoue actuellement l'armée israélienne avec le départ ces derniers mois de centaines d'officiers des rangs médians. Et en titre de ce reportage, on assiste clairement à une opération de séduction de ces jeunes officiers de Tsahal qui ont le rang de commandant et de lieutenant-colonel. Comment séduire ces officiers? En leur proposant des réductions substantielles dans l'achat d'une maison ou d'un appartement en Israël. C'est l'un des points majeurs apparemment du programme que l'armée israélienne prépare actuellement. Il y a encore d'autres avantages à ce programme et dans Tsahal, on affirme qu'il faudra patienter plusieurs mois afin de voir si ce projet se concrétise. Yoav Limor, le spécialiste du sécuritaire du Israël Hayom, qui commente cet article, écrit ce matin: certes, le service dans l'armée de métier est une mission, mais cela ne doit pas devenir de l'esclavage. Quant au public, eh bien, il doit être conscient du rôle incontournable de Tsahal. Et puis ce matin, les quotidiens israéliens et les sites d'information annoncent l'arrivée aujourd'hui du Premier ministre indien Modi en Israël, une visite particulièrement importante d'un des hommes les plus puissants au monde. Et Tzvi Hauser, qui fut député, explique pourquoi cette visite pourrait créer un nouvel axe stratégique entre New Delhi et Jérusalem, un axe qui, selon Hauser, passerait également par Téhéran, mais le Téhéran des lendemains du régime actuel, et qui serait une alternative à un axe qui s'est formé ces derniers mois, l'axe sunnite qui regroupe la Turquie et le Qatar. Quant à Yonatan Hadiri, il écrit dans le Yediot Aharonot de ce matin que la visite de Modi est déterminante car elle prouve entre autres que l'État d'Israël n'est plus une villa dans la jungle, selon la fameuse formule d'Ehud Barak. Il parle aussi de la création d'un axe stratégique entre New Delhi et Jérusalem. Le site d'information N12, lui, se penche sur la crise diplomatique actuelle entre Washington et Paris, une crise provoquée par les déclarations de l'ambassadeur des États-Unis à Paris, Charles Kushner, qui n'est autre que le père de Jared Kushner et l'un des plus proches amis du président Trump. Charles Kushner a dénoncé ces derniers jours la violence de la gauche en France après l'assassinat de Quentin. Cela n'a pas plu du tout à l'Élysée et la conséquence directe, Charles Kushner a été convoqué au Quai d'Orsay, ce qui n'a pas apparemment du tout effrayé l'ambassadeur américain qui a tout simplement décidé de ne pas donner suite à cette convocation. En représailles, le Quai d'Orsay a demandé au ministère français de cesser de coopérer avec l'ambassadeur américain. La manchette du Israël Hayom de ce matin, elle se rapporte au lendemain du 7 octobre dans les localités du nord d'Israël. Le journal parle de carence du pays dans l'évacuation des habitants du sud et du nord d'Israël. Le Israël Hayom titre: l'État a échoué dans l'évacuation de ses habitants des régions touchées. Il s'agit de l'une des conclusions du rapport du contrôleur de l'État Mataniahu Engelman qui fait état d'une absence de coordination entre les différents ministères au début de la guerre et d'un chaos total. Un exemple, l'évacuation des habitants s'est faite en mettant leur vie en danger à plusieurs reprises. Politique intérieure maintenant, le Yediot Aharonot publie ce matin un titre inquiétant ou préoccupant pour Binyamin Netanyahou.
Selon un des responsables du Likoud, il pourrait s'agir d'ailleurs du député David Bitan, le Premier ministre aurait perdu le contrôle de son propre parti. Et pour justifier cette estimation, le journal mentionne l'avant-dernière nuit au cours de laquelle une partie des députés Likoud a refusé de voter en faveur d'un projet de loi sur le montant de la TVA pour les produits en provenance de l'étranger. Yuval Karni nous donne une explication à cette rébellion interne, une explication très simple puisqu'il s'agit de la proximité des élections primaires au sein du plus grand parti politique d'Israël, des élections qui doivent déterminer la prochaine liste électorale du Likoud. Ces élections brouillent la carte et poussent certains députés du Likoud à se dissocier de la discipline parlementaire. Et puis pour terminer ce matin, en première page du Yediot Aharonot, une grande photo, celle des parents de la jeune Aymanut Kassaou, cette jeune fille israélienne d'origine éthiopienne qui a brusquement disparu comme si la terre l'avait avalée il y a maintenant 2 ans. Les parents ont décidé de solliciter l'aide de l'opinion publique israélienne et ils ont en fait réalisé des affiches qui ressemblent étrangement à celles faites pour les otages avec un appel pressant: aidez-nous à retrouver Kassaou. Nous étions tellement heureux de voir les otages rentrer à la maison. Nous espérons qu'Aymanut reviendra et que nous aussi nous aurons l'occasion de nous réjouir. Fin de citation. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Avi Pazner. Avi, bonjour, Boker Tov. Bonjour Daniel et Boker Tov. Merci d'être avec nous ce matin, ancien ambassadeur d'Israël à Paris et à Rome. Et avec vous, je voudrais que l'on profite de votre expérience de diplomate pour bien comprendre les tenants et les aboutissants de la visite officielle aujourd'hui en Israël, à Jérusalem, du Premier ministre indien Narendra Modi. C'est une visite qui est qualifiée d'extrêmement importante. Pourquoi c'est important, cette visite ? Premièrement, il n'y a pas beaucoup de visites en ce moment de leaders mondiaux en Israël. Mais ça, c'est une visite toute particulière, car les bonnes relations qui existent entre l'Inde et Israël depuis maintenant quelques dizaines d'années sont en train de changer fondamentalement. Et l'Inde et Israël deviennent des partenaires stratégique. C'est là un développement d'une très grande importance. Comme vous le savez, l'Inde est le pays le plus peuplé au monde. Il compte 1,5 milliard d'habitants, plus que la Chine. L'Inde est une puissance aussi économique, mais c'est une puissance menacée. Et je dirais 2 mots sur les Indes, parce que sur Israël, tout le monde connaît la situation. Avec l'Iran, on a cet axe chiite du mal qui s'est élevé contre nous. On a malheureusement la Turquie qui est en train de bâtir un axe sunnite contre nous, avec les frères musulmans. Et là, l'Inde a des problèmes similaires. L'Inde fait face à des ennemis de toutes parts. Premièrement, il y a le Pakistan, l'ennemi héréditaire des Indes. Ça fait bientôt 1 siècle depuis la partition du subcontinent indien et la création du Pakistan musulman, qui s'est changé après une guerre civile au Pakistan. Vous avez d'un côté maintenant le Pakistan musulman, et de l'autre côté, vous avez le Bangladesh musulman. Mais la menace principale contre les Indes vient du Pakistan. Et imaginez-vous qui est aujourd'hui le grand fournisseur d'armes, le grand souteneur du Pakistan, sinon la Turquie des frères musulmans d'Erdogan. Donc, l'Inde se trouve menacée peut-être par la même menace qui plane contre Israël. Vous avez aujourd'hui la Turquie qui fournit des armes au Pakistan, qui entraîne des troupes du Bangladesh et qui essaye de bâtir une alliance radicale musulmane autour de l'Inde. L'Inde a aussi des problèmes, comme vous le savez, avec la Chine. Il y a eu 2 ou 3 guerres, pas des guerres totales, mais plutôt des accrochages
entre la Chine et les Indes. Alors cet axe dont vous parlez, c'est-à-dire Jérusalem, New Delhi, les médias israéliens, en tout cas les journaux ce matin, parlent d'un axe qui pourrait aussi passer par Téhéran lorsque le régime des mollahs aura été déchu. C'est effectivement une option ? Absolument. L'Inde rêve d'une route terrestre et navale vers l'Europe. Et c'est un rêve qui dure depuis beaucoup d'années et que je me rappelle du temps du président Biden, quand il était à New Delhi, il en parlait. Et ce serait un corridor qui irait des Indes à l'Arabie Saoudite, aux Émirats, Jordanie, Israël, Grèce, Italie, Europe. Oui. Un plan stratégique extraordinaire. Il voit les choses en grand. Et là, Israël est le maillon principal au Moyen-Orient, évidemment. Pour le moment, ça ne paraît pas très réalisable à cause de la situation actuelle. Et justement, le grand obstacle, c'est l'Iran. Et si l'Iran devenait maintenant un pays normal, sans mullah, sans ayatollah, sans chiisme d'extrémité, nous serions dans une situation différente. Donc il y a maintenant, je peux dire, une alliance presque naturelle entre Israël et l'Inde. Et c'est pour ça que les relations vont être très resserrées au niveau stratégique maintenant. Alors, lorsque vous dites au niveau stratégique, c'est on va dire, sécuritaire, c'est militaire, c'est aussi les retombées, on va dire, de la puissance de feu militaire israélienne pendant les 2 années de guerre. C'est tout ça, c'est tout ce que vous venez de mentionner, encore plus, et encore plus. Peut-être aussi développement commun d'armements nouveaux, certainement l'achat d'armes par les Indes en Israël. Oui. Et tout ce que comprend quand on dit coopération sécuritaire, ça va de A à Z. Et les relations maintenant entre Israël et les Indes vont être décrites comme étant des relations stratégiques. Il y a peu de pays avec lesquels Israël a des relations stratégiques, avec les États-Unis, évidemment, avec l'Allemagne qui fournit une part de notre armement, oui. Spécialement avec les sous-marins, et maintenant avec l'Inde. Nous allons avoir... alors ça, c'est un partenaire stratégique de grande puissance. C'est pour ça qu'on accorde une telle importance à la visite de Modi. Cela change la situation stratégique au Moyen-Orient. Il faudra maintenant que les Iraniens comptent aussi qu'il peut y avoir aussi des répercussions du côté indien si jamais il y a une conflagration au Moyen-Orient. Et c'est pour cela qu'Israël n'a pas épargné ses soins pour donner à la visite de Modi le haut profil qu'elle a, parce que vous savez, il y a d'autres importants personnages qui ont visité Israël. Mais on a le souvenir, Avi, vous en souvenez très certainement, il y a déjà eu une rencontre entre Modi et Netanyahou. Modi était déjà venu à l'époque, on se souvient de cette fameuse photo où on les voyait tous les deux en train sur le bord de mer pour parler des fameuses usines de désalinisation. Il y a d'autres partenariats dans le domaine énergétique ou dans le domaine commercial entre l'Inde et Israël. Israël profite de cet immense marché qu'est l'Inde ? Bien sûr, et en profitera encore plus maintenant. Je me rappelle très bien cette visite quand Modi et Netanyahou sont allés barboter dans l'eau. Voilà. Oui, premièrement, ils sont très proches personnellement. Modi aussi est politiquement à droite, comme Netanyahou. Ils ont une vue du monde qui ne diffère pas grand-chose. Ils s'entendent bien personnellement. Et maintenant, il y a cette confluence d'intérêts
qui vise à établir un partenariat stratégique très très important. On parle là d'un partenariat entre le petit Israël, qui compte environ 10 millions d'habitants, oui, avec une immense puissance de 1,5 milliard d'habitants. Oui. C'est énorme, énorme. Et c'est que le début maintenant. Alors... J'aimerais vous rappeler, Daniel, oui, une chose curieuse, c'est que dans les 50 premières années de l'existence d'Israël, nous n'avions pas de relation avec l'Inde. Oui, effectivement. Vous savez, les gouvernements indiens depuis Nehru, Indira Gandhi et tous les autres ne voulaient pas de relation avec Israël. Mm-hmm. Ils avaient peur de relations avec Israël. Et justement, maintenant, ils ont compris que c'était bénéfique pour eux, qu'il ne fallait pas avoir peur d'offenser leurs voisins musulmans, mais au contraire, de resserrer leurs relations avec Israël. Oui. Et ça, c'est un changement historique et stratégique. Alors, il nous reste vraiment quelques secondes, peut-être pour 1 minute, pour nous donner votre appréciation de ce qui se passe dans le dossier iranien. Vous avez le sentiment, je ne sais pas si vous allez vous permettre d'oser faire un pronostic, est-ce que vous avez le sentiment que Donald Trump, au bout du compte, va lancer une offensive américaine contre l'Iran, ou alors il va tout faire pour parvenir à un accord ? Écoutez, je n'en sais pas plus ce matin, après le discours de Trump au Congrès, que je n'en savais hier soir. Je crois que Trump privilège d'arriver à un accord avec les Iraniens, il le privilège, mais un accord selon ses termes. Je crois qu'il veut un désarmement nucléaire complet, ce qui, entre parenthèses, ce qui n'est pas assez pour Israël, parce que où est la question des missiles balistiques et la question du terrorisme. Mais il privilège cette voie, et je pense que s'il n'atteint pas d'accord avec l'Iran dans quelques jours, quelques semaines, eh bien oui, il lancera une attaque. Il a des forces considérables au Moyen-Orient. Je crois qu'il n'y a jamais eu une armada, même pendant la guerre contre l'Irak, je crois qu'il n'y a pas tellement eu d'avions et de navires américains au Moyen-Orient. Quand vous avez une telle concentration, eh bien, ou bien vous gagnez diplomatiquement, ou bien alors vous lancez cette énorme force pour atteindre votre objectif. Je crois que nous en saurons plus dans quelques jours après avoir reçu la réponse iranienne qui doit être transmise aujourd'hui ou demain à Witkoff et Kouchner. Nous en saurons plus. En tout cas, le discours lui-même ne nous a pas donné de clé. Eh bien, on va donc continuer à patienter. Merci beaucoup, Avi Pazner, d'avoir accepté de répondre à nos questions, en particulier donc sur cette visite historique, pas historique, ou en tout cas très importante de Narendra Modi en Israël, le Premier ministre indien. Merci, Avi, d'avoir été avec nous. Bonne journée, à bientôt. Bonne journée, Daniel. Merci de l'interview. Eh bien, nous avons le plaisir d'être en ligne avec Shafarak Saleh. Shafarak, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Nous avons bien besoin de votre éclairage pour savoir qu'est-ce qui se passe actuellement en Iran. Je rappelle d'abord avant tout que vous êtes la cofondatrice de Femmes Azadi et vous êtes vous-même avocate. On voudrait mieux comprendre qu'est-ce qui se passe actuellement. On voit des manifestations essentiellement estudiantines sur les campus en Iran. Est-ce qu'effectivement la protestation actuelle, elle est vraiment limitée aux étudiants ? Alors, il semblerait que ce soit effectivement au niveau des étudiants que ça se place, en tout cas principalement à ce stade. Oui, en tout cas, ce sont les images que l'on reçoit, puisque comme vous le savez, les connexions restent fragiles, et donc les images qu'on a pu recevoir au compte-gouttes nous montrent effectivement un nouveau mouvement de révolte et de manifestation au sein des universités en Iran. Alors, concrètement, comment vous vivez en tant qu'opposante au régime, vous vivez cette attente? Nous ici en Israël, on est aussi dans une attente, une expectative d'une opération américaine, mais on peut dire que les enjeux pour le peuple iranien sont bien plus importants. Comment vous vivez cette attente?
Écoutez, on la vit assez mal, hein. C'est une attente très longue, beaucoup trop longue. Chaque jour qui passe, on a de nouveaux condamnés à mort, on a de nouvelles personnes qui risquent d'être tuées. Donc, ça nous a déjà coûté le sang de nombreux jeunes et moins jeunes. Et il est vraiment temps que ce massacre cesse. Nous savons tous aujourd'hui qu'une solution négociée ne serait pas une solution à long terme. Et donc, on ne comprend pas cette attente interminable et on aimerait vraiment que cette souffrance qui est la nôtre, qui est celle de notre peuple, cesse et le plus rapidement possible. Est-ce que vous avez le sentiment que le message de l'opposition iranienne, qu'elle soit de l'intérieur ou même de la diaspora, ce message, il est entendu jusqu'à la Maison-Blanche, il arrive jusqu'à la Maison-Blanche? Écoutez, il me semble que oui, on a vu ce matin encore un tweet de Donald Trump qui disait une fois de plus, quand je dis quelque chose, je tiens mes promesses. Donc, je pense que c'est aussi qu'il voit que les Iraniens, le mot s'impatiente n'est pas le bon mot, puisque je pense qu'on a tous fait preuve d'une grande patience et d'une grande sagesse jusqu'à présent, mais que le peuple iranien vraiment souhaite désormais que son futur, que la voie vers le futur s'ouvre et qu'il soit entendu enfin. Alors, est-ce que vous comprenez aussi, d'une certaine manière, le fait que l'État d'Israël, Benjamin Netanyahou, soit un peu en retrait derrière Donald Trump et qu'il attende une décision américaine pour peut-être participer, prendre part d'une certaine manière à cette opération? Écoutez, moi, j'ai pas d'avis particulier sur ce sujet-là. Je pense que ce combat qui est en train d'être mené par les Iraniens, c'est pas le combat des seuls Américains, c'est pas le combat des seuls Israéliens, c'est encore moins le combat des seuls Iraniens. C'est vraiment le combat de tous ceux qui aiment la liberté, de tous ceux qui souhaitent voir enfin un monde en paix. Et donc, voilà, effectivement, on aimerait voir plus d'énergie déployée, que ce soit côté israélien, que ce soit côté américain ou encore plus côté européen, pour qu'on aille dans cette direction-là. Et encore une fois, chaque seconde, chaque minute et chaque heure qui passe, c'est du temps perdu. Alors, si je ne m'abuse, vous avez rencontré le prince Reza Pahlavi. Il a lancé encore aujourd'hui des appels aux étudiants pour continuer la protestation. C'est-à-dire, vous pensez qu'il est véritablement aujourd'hui le porte-étendard, on va dire, de la protestation contre le régime iranien et qu'il rassemble, on va dire, le peuple iranien? Ça ne fait aucun doute. Vous savez, on a reçu, quand on recevait de nombreuses vidéos, et c'est encore le cas aujourd'hui, toutes les vidéos que l'on voit, il n'y a qu'un seul slogan qui est scandé, c'est Javicha, et l'autre chose qui est réclamée par les Iraniens, c'est le retour de Reza Pahlavi sur le sol iranien et la fin de la dictature. Donc, les revendications sont extrêmement claires. Personnellement, je n'ai pas vu une seule vidéo et je mets quiconque au défi de me montrer une seule vidéo, ce serait un autre nom qui serait scandé. Il n'y en a tout simplement pas. Alors, est-ce que il fait l'unanimité absolue et 100% des voix? Évidemment que non. Mais ça, c'est une exigence que l'on n'a pas non plus dans nos démocraties, hein. Aucun de nos présidents n'est élu avec 100% des voix. Oui. Et ce qu'il propose justement, c'est de mettre en place une transition, un régime transitoire qui permettra ensuite aux Iraniens de choisir librement la personne et le format de gouvernement qui sera le sien, que ce soit une monarchie constitutionnelle, une monarchie, une république, et quelle que soit la personne qui sera à la tête de ce régime-là pour la suite. Vous êtes, on a parlé de l'attente par rapport à l'opération américaine. Il y a, on va dire aujourd'hui, un silence presque total de la part de l'Europe en général, de la France en particulier. Il n'y a pas une forme de déception ou de frustration par rapport à cette attitude très passive aujourd'hui de la France et de l'Europe?
Écoutez, on est passé à peu près par tous les sentiments vis-à-vis de l'Europe et pour ma part, je parlerai de la France puisque c'est quand même le pays qui m'accueille, qui m'a ouvert les bras et qui m'a permis d'être celle que je suis aujourd'hui. Évidemment qu'il y a une déception. Vous savez, quand on fait le choix d'être avocate, c'est qu'on aime la justice et c'est qu'on a un idéal. Moi, mon idéal, c'était ce pays des droits de l'homme qu'est la France. Et je regrette aujourd'hui la passivité qui est la sienne et même, je dirais, la complaisance que notre pays affiche vis-à-vis du régime des mollahs. Donc oui, déception, tristesse et colère. Je pense que c'est à peu près cela. Et l'un des slogans qui est crié ici en France dans nos manifestations, qui rassemble de plus en plus de monde le dimanche, c'est ça suffit le silence. Est-ce que vous avez le sentiment qu'à un certain moment, si effectivement cette opération militaire américaine se concrétise, la protestation à l'intérieur de l'Iran va, on va dire, sortir des campus et se répandre dans les rues? Vous pensez qu'on peut retrouver, on va dire, l'élan qu'il y a eu au début du mois de janvier? Je pense que enfin oui, évidemment que l'élan a été freiné par le massacre qui a eu lieu à huis clos. Mais là, les Iraniens en fait n'en peuvent plus. Vous voyez bien que les gens n'arrivent même plus à se retenir alors qu'ils savent qu'ils risquent la mort, la torture, le viol. Et donc, c'est inévitable. Mais là, on a besoin de ce petit coup de pouce et et de voir qu'on n'est pas seul. Ils ont été terriblement seuls au mois de janvier. Et là, c'est le moment de montrer qu'on n'est pas seul et que tout le monde veut enfin se débarrasser de ce régime sanguinaire qui est le régime des mollahs. Bien, Chapar Exalé, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions. Nous, d'ici de Jérusalem, eh bien, on pense à vous et on soutient la protestation du peuple iranien dans sa quête de liberté. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bonne journée et bonne continuation. Merci à vous.